L'air est statique, suspendu au-dessus de la rivière comme un souffle retenu, et le silence est lourd. Un poids physique qui presse contre votre poitrine alors que les roues captées du train grincent contre les rails en fer. La première chose que vous remarquez n'est pas ce qui est là, c'est ce qui manque. Il n'y a pas de publicité hurlant pour votre attention, pas de panneau d'affichage vendant du soda ou de l'assurance. Aucun signe néon ne vacille dans le lointain. Aucun signal Internet ne parvient à votre poche. Votre téléphone n'est plus rien d'autre qu'une brique brillante de verre et de métal. Vous venez de traverser le pont depuis Dandong, en Chine, pour entrer dans un monde qui ne devrait pas exister au XXIe siècle. Vous n'entrez pas seulement dans un pays, vous montez sur une scène où chaque personne est un acteur, chaque rue est un décor, et vous, le visiteur, êtes la personne la plus regardée du théâtre. La scène de la ville éternelle. Bienvenue dans un endroit qui s'appelle lui-même la République populaire démocratique de Corée. Mais soyons honnêtes, la majeure partie du monde le connaît sous un nom différent, le royaume ermite. Cela ressemble à quelque chose sortant d'un roman fantastique, n'est-ce pas? Il vous attire avec une promesse à laquelle il est difficile de résister, la chance de voir l'impossible. C'est comme entrer dans une capsule temporelle qui a été scellée hermétiquement pendant la guerre froide et n'a jamais été rouverte. Mais la chose que personne ne vous dit avant de réserver votre billet est qu'une fois que vous entrez, le paysage ne vous observe pas seulement. On a l'impression qu'il vous juge. Si vous faites une erreur ici, il ne vous renvoie pas simplement chez vous avec un avertissement. Ils peuvent faire taire votre histoire pour toujours. C'est un endroit où disparaître n'est pas un tour de magie exécuté sur une scène, c'est une véritable politique gouvernementale. Avant même d'atteindre la grande capitale, le trajet en train depuis la ville frontalière de Sinuiju donne le ton pour tout le voyage. Vous êtes assis là, près de la fenêtre, regardant défiler des kilomètres interminables de rizières. Vous voyez des agriculteurs travailler la terre de leurs mains nues ou utiliser des bœufs pour tirer des charrues, tout comme les gens le faisaient il y a des centaines d'années. Ils s'arrêtent et fixent le train d'un regard vide à son passage. Leurs visages sont illisibles. Il n'y a pas de voitures sur les routes de terre, seulement des gens qui marchent. Ils marchent toujours, portant de lourds ballots sur leur dos qui semblent peser 1 tonne. Cela ressemble à une scène d'un livre d'histoire, totalement figé dans le temps, encadré par la fenêtre d'un train qui se déplace vers une ville du futur. Mais alors que le train ralentissait, j'ai réalisé que la partie la plus étrange du voyage n'avait même pas encore commencé. Notre voyage commence véritablement lorsque nous entrons dans la gare de Pyongyang. Imaginez une ville conçue non pas pour que des gens ordinaires y vivent, mais pour afficher une puissance pure. De loin, cela ressemble à un monde de rêves futuristes. Vous voyez des gratte-ciel peints dans des couleurs pastel comme le vert menthe et le bleu ciel, et de larges avenues balayées qui sont si grandes que vous pourriez probablement y faire atterrir un avion. Mais en vous rapprochant, vous réalisez l'astuce. Les rues sont totalement vides. Une autoroute massive à 10 voies s'étend vers l'horizon. Pourtant, la seule chose qui s'y déplace est votre bus de tournée et peut-être un cycliste solitaire à des kilomètres de là, pédalant lentement contre le vent. C'est la ville modèle, une forteresse bâtie pour montrer au monde une sorte de perfection qui n'existe pas réellement. On se sentait comme marchant sur un plateau de tournage où le réalisateur aurait oublié d'embaucher des acteurs. Lorsque vous descendez enfin du train, l'odeur du charbon qui brûle et du pavé sale vous frappe de plein fouet. Mais ce n'est pas la partie la plus effrayante. La première chose que vous ressentez vraiment est le poids des portraits. Partout où vous regardez, sur le fronton de la gare, sur chaque bâtiment, dans chaque salle de classe, et épinglés sur la chemise de chaque adulte que vous rencontrez, les visages du grand leader et du cher leader vous fixent en retour. Ils ne sont pas seulement des photos, ils sont comme le soleil autour duquel ce monde entier gravite. Vos guides, qui ne quitteront jamais votre côté pour une seule seconde, vous disent que la ville a été reconstruite à partir des cendres après que les attaquants américains ont tenté de détruire l'esprit de la nation. Ils parlent des dirigeants, non pas comme des politiciens, mais comme des parents qui protègent leurs enfants d'un monde dangereux. Les règles sont martelées dans votre tête dès le début. Pas de promenade seule, pas de photos sans demander, et absolument pas de pliage ou de froissage de quoi que ce soit qui porte une image des dirigeants. Un seul faux mouvement et le masque amical tombe. Vous pouvez sentir la tension dans l'air et vous savez qu'une erreur pourrait tout changer. Pour comprendre réellement à quel point ils adorent ces dirigeants, votre premier arrêt est un endroit qui vous fait mal au cou rien qu'en le regardant. La tour de Lee Dae-juche. S'élevant à 558 pieds de haut, cette aiguille de pierre est la plus haute de son genre dans le monde entier.
Elle dépasse même le monument de Washington en Amérique. Elle est faite d'exactement 25 550 blocs, un pour chaque jour de la vie de Kim Il-sung, jusqu'à son 70e anniversaire. Le calcul est parfait, et cette précision est en fait assez terrifiante. Alors que vous vous tenez au pied, regardant vers la torche de pierre qui brille en rouge la nuit, vous vous sentez minuscule. C'est tout l'intérêt. Tout ici est construit pour vous faire sentir comme un grain de sable à côté d'une montagne géante. Vous prenez l'ascenseur jusqu'au sommet, un trajet exigu où l'opérateur se tient dans un silence total, comme une statue. Lorsque les portes s'ouvrent, la vue est à couper le souffle. Vous voyez la rivière Taedong serpentant à travers la ville et le visage massif et immobile d'une ville qui ne cligne jamais des yeux. Vous voyez les blocs interminables d'appartements gris où vivent les citoyens loyaux et vous commencez à vous demander à quoi ressemble vraiment la vie derrière ces rideaux. Le vent siffle froidement au sommet, transportant les sons lointains de chants patriotiques provenant de haut-parleurs bien plus bas, vous rappelant que même ici, vous n'êtes jamais vraiment seul. Mais la tour n'est qu'un symbole. Pour comprendre le cœur de ce groupe, vous devez aller à l'endroit où les dirigeants dominent physiquement sur vous. Vous arrivez au grand monument de Mansudae. C'est là que les règles deviennent réelles. La voix de votre guide descend d'un ton pour devenir un murmure, et ils se tiennent plus droit. On vous dit de vous aligner, on vous dit de garder vos mains hors de vos poches, on vous dit de vous incliner. 2 statues de bronze géantes de 66 pieds de haut vous dominent. Kim Il-sung et Kim Jong-il. Ils sourient, ressemblant à des figures paternelles bienveillantes, faites de tonnes de métal, mais leurs yeux semblent suivre chaque mouvement que vous faites. Et juste au moment où je pensais suivre toutes les règles, mon guide m'a saisi le bras. Le silence ici est absolu. Vous entendez le vent fouetter contre les drapeaux massifs, le son lointain d'un corbeau, et c'est tout. Pas de circulation, pas de bavardage, pas de rire. Pour dire les choses simplement, c'est le sol le plus sacré de la nation. Vous êtes prévenus, ne coupez pas les statues sur vos photos. Si vous coupez leurs pieds ou leur tête sur une photo, c'est considéré comme un crime contre le pays, une insulte directe aux dirigeants, un geste irrespectueux, une photo drôle, et votre voyage et votre sécurité changent instantanément. C'est l'étrange puzzle de la Corée du Nord. C'est beau d'une manière propre et effrayante, mais c'est une beauté avec des dents acérées. C'est un endroit où même un morceau de papier avec le visage du leader dessus ne peut pas être froissé, sinon vous pourriez vous retrouver dans de sérieux ennuis. Des jeunes mariés arrivent en vêtements traditionnels pour rendre hommage, déposant des fleurs et s'inclinant profondément. Leur joie est mêlée à un respect obligatoire qui semble pesant. Cela m'a fait me demander s'ils s'inclinaient parce qu'ils le voulaient ou parce qu'ils avaient peur de ce qui se passerait s'ils ne le faisaient pas. Quand le soleil commence à se coucher, la ville cache ses secrets sous terre. Nous descendons dans un monde caché qui sert aussi de défense contre la fin du monde. Nous descendons dans le métro de Pyongyang. Ce n'est pas seulement un métro, c'est un bunker nucléaire. Vous êtes à 360 pieds sous terre, si profond que l'air semble différent. Il est plus frais, semble lourd et sent la terre humide. Le trajet en escalator prend presque 4 minutes à simplement descendre dans l'obscurité. À mesure que vous descendez, le monde moderne s'efface, remplacé par le scintillement des lustres et la lueur de grandes peintures murales. Les haut-parleurs diffusent des chants patriotiques, une bande sonore constante pour le trajet. Chaque station ressemble à un palais, avec des piliers en marbre et de hauts plafonds voûtés. Dans la station Puhung, les murs sont couverts d'images faites de petites pierres colorées, montrant des travailleurs dans des champs dorés, souriant alors qu'ils travaillent dur. Il n'y a pas de publicité pour des smartphones ou des films ici. Il n'y a que des journaux épinglés sur des tableaux où les voyageurs se tiennent en silence, lisant la version gouvernementale des nouvelles. C'est le métro le plus profond de la Terre, un labyrinthe caché conçu pour garder les gens en vie pendant que le monde au-dessus brûle. Les habitants se déplacent comme des ombres, vous regardant rarement dans les yeux. Ils savent que dans cette ville, même les murs ont des oreilles, et dire le mauvais mot à un étranger pourrait les faire envoyer dans un camp de travail pour toujours. Vous les regardez et ils vous regardent. On a l'impression de voir 2 espèces différentes séparées par un mur de verre invisible. Les lustres brillent comme des étoiles, éclairant des scènes de travail héroïque et de loyauté éternelle. Mais quand le train est arrivé, j'ai vu quelque chose dans les yeux. La scène de la ville éternelle. Bienvenue dans un endroit qui s'appelle lui-même la République populaire démocratique de Corée. Mais soyons honnêtes, la majeure partie du monde le connaît sous un nom différent, le Royaume ermite.
Cela ressemble à quelque chose sortant d'un roman fantastique, n'est-ce pas? Il vous attire avec une promesse à laquelle il est difficile de résister, la chance de voir l'impossible. C'est comme entrer dans une capsule temporelle qui a été scellée hermétiquement pendant la guerre froide et n'a jamais été rouverte. Mais la chose que personne ne vous dit avant de réserver votre billet est qu'une fois que vous entrez, le paysage ne vous observe pas seulement. On a l'impression qu'il vous juge. Si vous faites une erreur ici, il ne vous renvoie pas simplement chez vous avec un avertissement. Ils peuvent faire taire votre histoire pour toujours. C'est un endroit où disparaître n'est pas un tour de magie exécuté sur une scène, c'est une véritable politique gouvernementale. Avant même d'atteindre la grande capitale, le trajet en train depuis la ville frontalière de Sinuiju donne le ton pour tout le voyage. Vous êtes assis là, près de la fenêtre, regardant défiler des kilomètres interminables de rizières. Vous voyez des agriculteurs travailler la terre de leurs mains nues ou utiliser des bœufs pour tirer des charrues, tout comme les gens le faisaient il y a des centaines d'années. Ils s'arrêtent et fixent le train d'un regard vide à son passage. Leurs visages sont illisibles. Il n'y a pas de voitures sur les routes de terre, seulement des gens qui marchent. Ils marchent toujours, portant de lourds ballots sur leur dos qui semblent peser 1 tonne. Cela ressemble à une scène d'un livre d'histoire, totalement figé dans le temps, encadré par la fenêtre d'un train qui se déplace vers une ville du futur. Mais alors que le train ralentissait, j'ai réalisé que la partie la plus étrange du voyage n'avait même pas encore commencé. Notre voyage commence véritablement lorsque nous entrons dans la gare de Pyongyang. Imaginez une ville conçue non pas pour que des gens ordinaires y vivent, mais pour afficher une puissance pure. De loin, cela ressemble à un monde de rêves futuristes. Vous voyez des gratte-ciel peints dans des couleurs pastel comme le vert menthe et le bleu ciel, et de larges avenues balayées qui sont si grandes que vous pourriez probablement y faire atterrir un avion. Mais en vous rapprochant, vous réalisez l'astuce. Les rues sont totalement vides. Une autoroute massive à 10 voies s'étend vers l'horizon. Pourtant, la seule chose qui s'y déplace est votre bus de tournée et peut-être un cycliste solitaire à des kilomètres de là, pédalant lentement contre le vent. C'est la ville modèle, une forteresse bâtie pour montrer au monde une sorte de perfection qui n'existe pas réellement. On se sentait comme marchant sur un plateau de tournage où le réalisateur aurait oublié d'embaucher des acteurs. Lorsque vous descendez enfin du train, l'odeur du charbon qui brûle et du pavé sale vous frappe de plein fouet. Mais ce n'est pas la partie la plus effrayante. La première chose que vous ressentez vraiment est le poids des portraits. Partout où vous regardez, sur le fronton de la gare, sur chaque bâtiment, dans chaque salle de classe, et épinglé sur la chemise de chaque adulte que vous rencontrez, les visages du grand leader et du cher leader vous fixent en retour. Ils ne sont pas seulement des photos, ils sont comme le soleil autour duquel ce monde entier gravite. Vos guides, qui ne quitteront jamais votre côté pour une seule seconde, vous disent que la ville a été reconstruite à partir des cendres après que les attaquants américains ont tenté de détruire l'esprit de la nation. Ils parlent des dirigeants, non pas comme des politiciens, mais comme des parents qui protègent leurs enfants d'un monde dangereux. Les règles sont martelées dans votre tête dès le début. Pas de promenade seule, pas de photos sans demander, et absolument pas de pliage ou de froissage de quoi que ce soit qui porte une image des dirigeants. Un seul faux mouvement et le masque amical tombe. Vous pouvez sentir la tension dans l'air et vous savez qu'une erreur pourrait tout changer. Pour comprendre réellement à quel point ils adorent ces dirigeants, votre premier arrêt est un endroit qui vous fait mal au cou rien qu'en le regardant. La tour de l'idée Juche. S'élevant à 558 pieds de haut, cette aiguille de pierre est la plus haute de son genre dans le monde entier. Elle dépasse même le monument de Washington en Amérique. Elle est faite d'exactement 25 550 blocs, un pour chaque jour de la vie de Kim Il-sung jusqu'à son 70e anniversaire. Le calcul est parfait, et cette précision est en fait assez terrifiante. Alors que vous vous tenez au pied, regardant vers la torche de pierre qui brille en rouge la nuit, vous vous sentez minuscule. C'est tout l'intérêt. Tout ici est construit pour vous faire sentir comme un grain de sable à côté d'une montagne géante. Vous prenez l'ascenseur jusqu'au sommet, un trajet exigu où l'opérateur se tient dans un silence total, comme une statue. Lorsque les portes s'ouvrent, la vue est à couper le souffle. Vous voyez la rivière Taedong serpentant à travers la ville, et le visage massif et immobile d'une ville qui ne cligne jamais des yeux. Vous voyez les blocs interminables d'appartements gris où vivent les citoyens loyaux, et vous commencez à vous demander à quoi ressemble vraiment la vie derrière ces rideaux. Le vent siffle froidement au sommet, transportant les sons lointains de chants patriotiques provenant de haut-parleurs bien plus bas, vous rappelant que même ici, vous n'êtes jamais vraiment seul. Mais la tour n'est qu'un symbole.
Pour comprendre le cœur de ce groupe, vous devez aller à l'endroit où les dirigeants dominent physiquement sur vous. Vous arrivez au grand monument de Mansoudeh. C'est là que les règles deviennent réelles. La voix de votre guide descend d'un ton pour devenir un murmure et ils se tiennent plus droit. On vous dit de vous aligner, la ligne de feu et les fantômes du passé. Alors, imaginez ceci, nous quittons enfin Pyongyang. Vous pourriez penser que la partie effrayante est terminée parce que nous quittons la grande ville, mais vous auriez tort. En réalité, cela devient pire. Alors que le bus tourne vers le sud, ce sentiment d'être observé, il ne s'en va pas. Il devient plus fort. Nous nous engageons sur cette chose appelée l'autoroute de la réunification. Cela semble joli, n'est-ce pas? Comme une route qui rassemble les gens. Mais laissez-moi vous dire, c'est une route construite pour les fantômes. Elle est immense, 6 voies de large. Mais voici la partie sinistre. Il n'y a pas de voiture. Aucune. Il n'y a que nous, nos guides, et cette dalle géante de béton fissuré. Le bus tremble et rebondit parce que la route est pleine de trous. On a l'impression que la route gémit sous nos roues. C'est une différence énorme par rapport aux rues parfaites de la capitale, mais ensuite, vous les voyez. Et c'est là que mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Tous les quelques milles, vous voyez ces arches géantes en béton au-dessus de la route. Si vous n'étiez qu'un touriste ordinaire, vous pourriez les regarder et vous dire « Oh, regardez, une jolie décoration !» Ou peut-être un monument. Mais voici la chose que personne ne vous dit avant qu'il ne soit trop tard. Ce ne sont pas des décorations, ce sont des pièges. Ce sont des blocs géants de béton maintenus par de minces supports. Ils sont préparés avec des explosifs. Si une guerre commence un jour, l'armée les fera sauter. Boum! Des milliers de tonnes de béton tomberont sur la route et empêcheront quiconque de passer. C'est un rappel constant que la guerre ici n'est pas vraiment finie. Elle est juste en pause. Toute cette terre retient son souffle, attendant simplement que le feu recommence. Nous continuons de rouler. Nous passons des points de contrôle où de jeunes soldats montent la garde. Ils ont l'air si jeunes, avec des visages fins et de grands fusils sur leurs épaules. Ils fixent simplement notre bus. Ils gardent une route vide contre un ennemi qu'ils ne peuvent même pas voir. Nous nous dirigeons vers un endroit appelé Panmunjom. Vous le connaissez peut-être sous le nom de DMZ, la zone démilitarisée. C'est la frontière la plus gardée de toute la planète. C'est comme une cicatrice qui coupe le pays exactement en deux. Dès que nous y arrivons, le sentiment change. L'air semble lourd. Vous pouvez sentir le stress dans vos dents. Même nos guides agissent différemment. En ville, ils racontaient des blagues et souriaient. Ici, ils se figent, ils arrêtent de sourire, leurs yeux regardent partout. Ensuite, ils vous tendent une feuille de papier. Vous devez la signer. Elle dit essentiellement « Si vous vous faites tirer dessus ou si quelque chose de mal arrive, ce n'est pas notre faute. » Cela vous réveille assez vite, n'est-ce pas? Nous marchons sur du gravier. Il y a ces bâtiments bleu vif. À ma droite, il y a un soldat nord-coréen. Il n'est pas juste debout là. Il est prêt à se battre. Ses poings sont serrés. Il porte des lunettes noires pour que vous ne puissiez pas voir ses yeux. Il fait face au sud. Ensuite, je regarde à environ 30 pieds de là. Il y a un soldat sud-coréen. Il se tient exactement de la même manière, poings serrés, lunettes mises, faisant face au nord. Il ne cligne pas des yeux, il ne bouge pas. Ils ressemblent à des statues, le silence est terrifiant. Vous avez envie d'éternuer, mais vous avez peur de faire un bruit. Et voici la partie la plus folle. Vous pouvez entendre des oiseaux chanter. Les oiseaux volent partout, totalement heureux. Ils n'ont aucune idée qu'ils volent au-dessus d'un champ plein de mines qui pourraient les faire sauter. Nous entrons dans l'une des cabanes bleues. Il y a une simple table en bois au milieu. Juste au centre de la table, il y a un câble de microphone. Ce câble est la frontière. Je suis sérieux. Si vous marchez de l'autre côté de la table, vous êtes techniquement en Corée du Sud. Pendant quelques secondes, je me suis tenu là. J'étais un traverseur de frontières. J'étais dans un terrain d'entente bizarre où un seul faux pas pourrait signifier que je disparais de l'histoire. Dehors, j'ai vu un pont. Ils l'appellent le pont de non-retour. Autrefois, après la guerre, ils l'utilisaient pour échanger des prisonniers. La règle était que, une fois que vous aviez traversé ce pont, vous ne pouviez plus jamais, au grand jamais, revenir en arrière. Cela vous donne des frissons rien qu'en le regardant. Chaque pas que vous faites ici semble lourd. Vous pouvez sentir les fantômes des millions de personnes qui sont mortes ici dans les années 1950. Vous pouvez presque entendre les échos des mauvaises choses qui se sont produites ici, comme en 1976, 2 officiers américains ont été éliminés juste parce qu'ils ont essayé de tailler un arbre. C'est à ce point que c'est tendu. Une taille d'arbre s'est transformée en un meurtre. Cela vous rappelle que cette guerre froide pourrait devenir brûlante en 1 seconde. D'accord, retournons à la capitale.
Mais nous restons sur le sujet du combat. Nous allons à la rivière et il y a un navire à quai là. Mais ce n'est pas un navire nord-coréen. C'est un navire américain. C'est l'USS Pueblo. En 1968, la marine nord-coréenne a capturé ce navire. Si vous demandez aux Américains, ils disent qu'il a été capturé illégalement. Si vous demandez aux Nord-Coréens, ils disent que c'était une grande victoire sur les méchants. Le navire a l'air un peu vieux et rouillé, mais ils le maintiennent à flot pour s'exhiber. Nous montons sur le navire. Le bois craque sous mes pieds. Une femme soldat est notre guide. Elle porte un uniforme vert impeccable. Elle commence à parler et waouh, elle est intense. Elle parle avec tellement de feu. Elle pointe des trous sur le flanc du navire et dit « Regardez, des impacts de balles. Ils ont peint les trous en rouge pour que vous ne puissiez pas les manquer. » Elle nous montre des lettres que l'équipage américain a écrites pendant qu'ils étaient capturés. Elle nous raconte l'histoire d'un minuscule pays tenant tête à une puissance géante. Mais alors que je regardais autour de moi les vieilles machines d'espionnage et les minuscules pièces où les marins étaient enfermés, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'est pas seulement un navire, c'est un trophée. C'est le seul navire de l'US Navy qui est actuellement retenu prisonnier par un autre pays. Les Nord-Coréens l'utilisent pour dire à leur peuple « Vous voyez, nous pouvons battre n'importe qui ». C'est un jeu psychologique flottant. Juste à côté du navire se trouve le musée de la guerre. Mais appeler cela un musée est un mot trop petit. Cela ressemble à une forteresse géante. À l'extérieur, il y a un cimetière d'armes américaines. Je suis passé devant des avions de chasse écrasés et des chars rouillés avec des étoiles blanches dessus. J'avais l'impression de marcher dans un jardin de destruction. Ensuite, nous sommes entrés. La taille de cet endroit est choquante. Nous sommes entrés dans cette pièce qui avait une peinture à 360 degrés d'une bataille. Mais le sol tourne, les lumières changent. Vous entendez des explosions retentir dans la pièce. Il y a des figures de cire de soldats qui hurlent. Cela vous frappe vraiment au ventre. C'est conçu pour faire battre votre cœur à toute allure. Ma guide a commencé à expliquer la guerre. Elle a dit que le Nord ne l'avait pas commencé. Elle a dit qu'il sauvait le pays des envahisseurs. Dans ce bâtiment, l'histoire n'est pas faite que de faits et de dates. C'est comme une religion. Chaque casque rouillé est comme un objet sacré. J'ai vu des modèles de soldats américains se rendant. Ils étaient depeints pour paraître effrayants et faibles en même temps. Tout le but de cet endroit est d'enseigner aux gens que l'ennemi est maléfique. Si le musée était intense, cet endroit suivant était à un tout autre niveau. Nous sommes allés au Palais du Soleil de Kumsusan. C'est là que les corps des dirigeants, Kim Il-sung et Kim Jong-il, sont conservés. Avant même de pouvoir voir le bâtiment, nous avons dû arranger nos vêtements. Pas de jeans, pas de t-shirt. Vous devez avoir l'air d'aller à des funérailles, parce que, eh bien, vous y allez. Nous sommes montés sur ces tapis roulants. Ce sont des escaliers mécaniques plats. Ils s'étendent sur près d'1 mille. Et ils bougent lentement. Je veux dire, vraiment lentement. Nous nous tenions juste là, avançant à un pas d'escargot, regardant des photos des dirigeants sur les murs. Une musique triste et lente passée par des haut-parleurs cachés quelque part. Ensuite, les choses sont devenues bizarres. Nous avons dû passer par des douches d'air. Nous nous sommes tenus dans une cabine spéciale et des jets d'air nous ont soufflé pour enlever toute poussière. Nous devions être parfaitement propres avant de pouvoir voir les dirigeants. Finalement, nous sommes entrés dans la grande salle. Le sol était en marbre blanc. Il était si brillant que je pouvais voir mon propre visage effrayé dedans. Et ils étaient mots là. Dans 2 pièces différentes, les corps des dirigeants reposaient sous du verre rouge. Les lumières étaient basses, la lumière brillait directement sur leur visage. Nous devions nous incliner à leurs pieds, puis nous incliner sur leur côté gauche, puis le côté droit. Nous n'étions pas autorisés à nous incliner à la tête. Le silence était si épais qu'on aurait dit qu'il pressait sur ma poitrine. Leur peau ressemblait à de la cire. Leurs cheveux étaient parfaits. Ils sont appelés dirigeants éternels. Et dans cette pièce, on a l'impression que le temps s'est totalement arrêté. À côté, nous avons vu leur affaire. Leurs wagons de train personnel étaient là, paraissant tout neufs. Leurs bateaux de luxe, même une voiturette de golf. Nous avons vu des médailles de pays qui n'existent même plus, comme l'Allemagne de l'Est. C'était un immense étalage d'argent et d'or. C'était une différence tellement énorme par rapport aux rues vides et à la campagne pauvre que nous avions vu plus tôt. J'ai quitté ce palais en ayant froid. Et pas seulement à cause de la climatisation. J'avais froid parce que je venais de voir à quel point les gens adorent ces dirigeants. C'était différent de tout ce que j'avais jamais vu. Nous avions besoin de nous vider la tête après toutes ces choses lourdes. Alors, nous avons conduit jusqu'à une ville appelée Kaesong. Cet endroit est différent. Il y a longtemps, il faisait partie de la Corée du Sud. À cause de cela, il n'a pas été détruit pendant la guerre.
C'est l'un des rares endroits où l'on peut voir la vieille Corée. Nous avons marché dans la vieille ville. C'est comme un labyrinthe de petites maisons avec des toits noirs incurvés. Nous sommes allés dans un musée qui était autrefois une école en l'an 992. Ici, pendant 1 minute, la propagande s'est arrêtée. Nous avons juste regardé l'histoire. Nous avons vu de vieilles poteries et des cartes des étoiles. Nous avons vu un pont où un célèbre érudit a été éliminé il y a longtemps parce qu'il était fidèle à son roi. Ensuite, nous avons gravi une colline pour voir les tombes du roi Kongmin. Ce sont 2 géants monticules d'herbe où un roi et sa reine sont enterrés. Des statues de pierres géantes de moutons et de tigres montent la garde. Pendant 1 seconde, en regardant les collines vertes, j'ai oublié les missiles. J'ai oublié les dirigeants éternels. J'ai vu une Corée qui existe depuis des milliers d'années. C'était beau et calme, mais ensuite j'ai regardé l'horizon. Au loin, je pouvais voir de hautes tours. C'était le complexe industriel de Kaesong. C'était un endroit où la Corée du Nord et la Corée du Sud travaillaient ensemble autrefois. Mais maintenant, c'est vide, c'est silencieux. Le rêve du pays se réunissant est juste là. Vous pouvez le voir. Mais il semble à 1 million de milles de distance. Notre dernier arrêt pour cette partie du voyage était de retour en ville. Nous sommes allés au monument à la fondation du parti. C'est cette énorme structure en pierre. Elle a 3 mains géantes tenant des objets. Une main tient un marteau pour l'ouvrier. Une tient une faucille pour le fermier. Et la 3e tient un pinceau de calligraphie pour l'écrivain ou l'artiste. C'est immense. Alors que je me tenais au milieu, j'ai réalisé quelque chose d'important. Dans la plupart des endroits, les artistes et les écrivains font ce qu'ils veulent. Mais ici, le pinceau fait partie de la statue. Cela signifie que même les écrivains travaillent à cela pour l'État. Il n'y a pas d'art juste pour le plaisir. Il n'y a pas d'histoire juste pour les faits. Tout, les vieilles tombes, le navire d'espionnage capturé, les corps préservés, tout fait partie d'une seule grande histoire qu'ils racontent. Alors, nous y voilà. Vous avez vu la ligne où le monde s'arrête à la DMZ. Vous avez vu les visages des hommes qui ne sont jamais morts. Vous avez ressenti les secousses d'une guerre qui attend toujours d'arriver. Mais attendez! La partie la plus bizarre du voyage arrive encore. Pour trouver les vrais secrets de ce royaume ermite, nous devons quitter les villes, nous devons aller dans les montagnes, nous devons aller dans les lieux où les dieux sont censés vivre. Préparez-vous, car la partie suivante va vous époustoufler. Les montagnes secrètes et les hôtels silencieux de Corée du Nord. Nous avons marché dans les rues étranges et oniriques de Pyongyang, où tout ressemble à un décor de film fait de béton et de peinture pastel. Nous nous sommes tenus juste au bord de la DMZ, cette ligne effrayante où 2 armées géantes se fixent à travers une bande de terre qui est techniquement en guerre. Nous nous sommes même inclinés devant les corps préservés des anciens dirigeants, retenant notre souffle dans l'air lourd et aseptisé du mausolée. Mais, si vous voulez voir la véritable âme de cet endroit, la partie qui était là bien avant les statues de bronze, les haut-parleurs et les règles strictes, vous devez sortir de la file. Nous laissons derrière nous les bâtiments gris et monolithiques, nous laissons les dames de la circulation avec leur précision robotique et les stations de métro qui servent aussi de bunkers nucléaires. Nous nous dirigeons profondément vers le cœur vert du pays, dans un paysage qui semble ancien et indifférent à la politique des hommes. Nous allons dans des montagnes qui sont si belles qu'elles semblent presque être un piège attendant de se refermer. C'est un voyage dans la nature sauvage, mais en Corée du Nord, la nature sauvage n'est jamais juste sauvage. C'est une scène, un temple et une forteresse tout à la fois. Imaginez une longue rangée acérée de rochers gris s'élevant de la côte est, déchirant le ciel. Les sommets de ces montagnes percent le brouillard côtier éternel comme les dents d'un dragon endormi, dentelé et impitoyable. C'est Kumgangsan, ce qui signifie la montagne de diamants. Le point le plus haut, Pirobong, s'élève très haut dans l'atmosphère. À plus de 5000 pieds de haut, c'est un monde imposant de vieux pins tordus, de cascades si claires qu'elles ressemblent à du verre liquide et de rochers qui semblent avoir été sculptés par des géants il y a fort longtemps. Pendant des centaines d'années, bien avant que la péninsule ne soit divisée par l'idéologie et les barbelés, les poètes et les peintres de Corée aimaient cet endroit plus que tout autre. C'était l'encre spirituelle de l'artiste. Ils avaient l'habitude de dire que vous n'avez pas vraiment vécu votre vie tant que vous n'avez pas vu la montagne de diamants. L'obsession pour cette chaîne est si profonde qu'ils lui ont donné des noms différents pour chaque saison car elle change tellement, changeant de peau comme une créature vivante. Au printemps, quand les azalées et les magnolias fleurissent et que la brume s'accroche aux vallées, ils l'appellent la montagne des fleurs, Kumgangsan. En été, quand les feuilles sont épaisses et vertes et que l'humidité monte, les nuages s'accrochent au sommet
et elle gagne le nom de Pongraesang, le lieu où résident les esprits. En automne, quand les érables transforment les pentes en une mer brûlante de rouge vif et d'orange, elle reçoit le nom de feu de Pungaksan. Et en hiver, quand la végétation meurt et qu'il ne reste que du granit gris nu et tranchant couvert de glace et de neige, il l'appelle Kaegolsan, la montagne squelette. Voir la montagne squelette est une expérience envoûtante. Les os de la terre sont exposés, dépouillant toute douceur pour révéler le cœur dur et inflexible de la terre. Cette chaîne de montagnes est immense. Les gens avaient l'habitude de dire qu'elle avait 12 000 sommets. Cela pourrait être une exagération poétique, un nombre destiné à signifier l'infini plutôt qu'un fait cartographique, mais se tenant à la base, regardant la crête dentelée sans fin, il y en a certainement beaucoup. La zone est divisée en 3 parties, chacune avec sa propre personnalité. Il y a le Kumgang intérieur, qui est plein de vallées profondes et abritées, et de vieux temples qui se cachent dans l'ombre des sommets. C'est le côté féminin de la montagne, doux et contemplatif. Ensuite, il y a le Kumgang extérieur, qui possède ces formes rocheuses tranchantes et dramatiques, qui ressemblent à des piliers soutenant les cieux. C'est le côté masculin, agressif et audacieux. Et puis il y a le Kumgang de la mer, une étendue côtière surréaliste, où les falaises ne s'arrêtent pas à la plage, mais tombent directement dans l'océan, créant de magnifiques lagunes et des piliers de pierre s'élevant de l'eau salée. Il y a des sentiers qui serpentent devant des tours de pierre géantes et des bassins d'eau qui agissent comme des miroirs pour le ciel. Vous pouvez voir des cascades, comme les chutes de Kuryong, s'écraser dans des bassins verts, le son de l'eau étouffant tout le reste. Le message sur le mur. 1. Mais voici la chose que personne ne vous dit avant de partir. Vous vous attendez à ce que la nature soit une pause dans la propagande. Vous vous attendez à ce qu'une fois que vous aurez quitté les places de la ville, avec leurs panneaux d'affichage et leurs peintures murales, vous trouverez un espace neutre. Mais en Corée du Nord, il n'y a pas d'espace neutre. Même quand vous êtes en pleine nature, à des milles de la ville la plus proche, vous n'êtes jamais vraiment seul. Imaginez-vous en train de faire de la randonnée dans ces bois. Cette zone était autrefois une zone spéciale où les touristes de Corée du Sud pouvaient se rendre, une expérience rare de coopération appelée la région touristique de la montagne de Diamant. Ils venaient mais par bus entier, regardant le nord avec curiosité et tristesse. Mais cela s'est arrêté il y a des années, après la fusillade tragique d'une touriste sud-coréenne qui s'était aventurée hors des limites. Maintenant, les lourdes clôtures métalliques qui séparaient les touristes des locaux rouillent. Les hôtels construits par le sud sont sombres. C'est calme, l'air sent bon, comme les aiguilles de pin, les roches humides et l'ozone. Vous pouvez entendre le rugissement d'une cascade résonner sur les parois du canyon. Pendant un instant, on dirait un paradis que le temps a oublié. Ensuite, vous levez les yeux. 2. Gravés à même le flanc d'une falaise massive de 50 pieds, se trouvent d'énormes lettres rouges. Certaines d'entre elles sont aussi grandes qu'une maison. Elles occupent la face de la montagne comme un tatouage sur un beau visage. Ce ne sont pas de vieux poèmes ou des écrits religieux des moines bouddhistes qui méditaient ici autrefois. Ce sont des slogans politiques. Ils sont gravés profondément dans le granit, si profondément qu'ils dureront 10 000 ans. Ils disent des choses sur la volonté invincible des dirigeants, ou vous disent que d'être fidèles à la révolution. Ils proclament « longue vie au général » dans une calligraphie dentelée et violente. En Corée du Nord, la nature n'est pas autorisée à être simplement la nature. Elle doit faire partie de l'histoire que le gouvernement veut raconter. Chaque grand sommet montagneux, chaque vue magnifique et chaque vallée sereine a été enrôlée dans l'armée. Vous réalisez que le paysage lui-même a été colonisé par l'idéologie. C'est un spectacle choquant, la peinture rouge vif jurant avec les verts et les gris subtils de la forêt. Cela vous rappelle qu'il n'y a nulle part où se cacher. 3. Vous continuez à marcher et passez la cascade des 9 dragons. L'eau tombe dans un bassin vert profond dont les gens disent qu'il ressemble à 9 dragons descendant du ciel pour boire. C'est magnifique. La brume frappe votre visage, froide et rafraîchissante. Mais ensuite, votre guide, qui ne quitte jamais votre côté, vous tape sur l'épaule. Il ne veut pas parler de la géologie ou des dragons. Il vous dit que le leader s'est tenu exactement là où vous vous tenez en ce moment même. Il ne regardait pas seulement la vue pourtant. Le guide dit qu'il a donné des conseils sur place, aux arbres, aux rochers et à l'eau. C'est un thème récurrent. On vous raconte des histoires sur la façon dont les dirigeants ont visité les lieux
et on dit aux gens comment améliorer les sentiers, ou exactement où construire un pavillon pour avoir la meilleure vue, ou comment sauver les plantes. Tout est raconté comme une histoire montrant à quel point ils étaient gentils et intelligents, possédant une connaissance surnaturelle de tout, de la botanique à l'entretien des sentiers. 4. C'est un mélange bizarre de nature incroyable et de contrôle mental total. La beauté de la montagne se mélange aux règles de l'État, et vous ne pouvez pas les séparer. Vous regardez un arbre de 1000 ans et la plaque devant lui vous dit ce que Kim Il-sung a dit à son sujet en 1974. L'histoire de la Terre a été réécrite pour commencer avec le régime. Les randonnées peuvent être difficiles. Il y a des marches en pierre taillées directement dans des falaises abruptes et d'étroits ponts suspendus qui oscillent au gré du vent. Les sentiers pourraient vous donner un peu le vertige si vous regardez en bas vers la gorge en dessous. Dans le passé, des bus et des navires de croisière amenaient des visiteurs ici. Ils séjournaient dans de grands hôtels qui sont pour la plupart vides maintenant. Aujourd'hui, peu de gens peuvent y aller. Les sentiers sont envahis par la végétation à certains endroits. Ils murmurent des histoires d'un pays qui est coupé en deux, mais toujours uni par l'amour qu'ils portent à cette montagne de diamants. Vous passez devant les complexes hôteliers vides, ressemblant à un film post-apocalyptique où l'humanité aurait disparu, laissant les bâtiments attendre des invités qui n'arrivent jamais. 5. Nous voyageons plus au nord, des heures de route le long d'autoroutes en béton chaoteuses qui coupent à travers d'interminables rizières. Nous nous dirigeons vers un endroit appelé Myohyangsan. Le nom signifie « montagne du parfum mystérieux ». Elle est encore plus haute et plus accidentée que la précédente, et elle est célèbre pour avoir beaucoup d'oiseaux différents, de vieilles forêts et une profonde histoire spirituelle. L'air ici est différent, il est plus épais, parfumé par le genévrier, le magnolia et le musc humide d'un sol vierge. Les sentiers ici mènent à des endroits comme le temple Poyon. C'est un groupe de bâtiments calmes et paisibles qui est ici depuis le XIe siècle. Il se trouve dans une vallée qui sent les fleurs sauvages et les pins, ce qui a donné son nom à la montagne. Le complexe du temple est un chef-d'œuvre de symétrie et de couleurs. Il possède des toits sophistiqués qui se courbent vers le haut, au coin comme les ailes d'un oiseau, peints dans des tons éblouissants de vert, de rouge et de bleu. Il a survécu aux guerres et aux troubles pendant des centaines d'années. Pendant la guerre de Corée, il a été bombardé, mais il a été méticuleusement reconstruit. 6. C'est un rappel silencieux de ce qu'était la Corée il y a longtemps, avant que le pays ne soit divisé, avant les slogans et les haut-parleurs. Des moines au crâne rasé et aux robes grises marchent dans les cours. Ils chantent, frappant des blocs de bois dans un rythme qui ressemble à un battement de cœur. Mais même ici, vous vous posez des questions. Dans un pays qui décourage officiellement la religion, est-ce un vrai temple ou est-ce une pièce de musée maintenue en vie pour les touristes? Les moines vous ignorent, se concentrant sur les fleurs ou le balayage de la poussière, et vous en êtes réduit aux suppositions. Les sentiers de randonnée ici sont agréables. Certains sont des marches douces au bord d'un ruisseau où l'eau est si claire que vous pouvez compter les cailloux au fond. D'autres sont des montées raides qui vous récompensent par une vue sur des crêtes montagneuses s'effaçant dans la brume. Couche après couche de montagnes bleues et grises s'étendant jusqu'à l'horizon. Mais la véritable attraction ici n'est pas le temple ni les oiseaux. Ce n'est pas la randonnée. C'est quelque chose de caché profondément à l'intérieur de la roche, et c'est honnêtement l'une des choses les plus bizarres que vous verrez de votre vie. Septembre, niché dans le flanc de la montagne, se trouve l'exposition de l'amitié internationale. Cela semble amical, comme un centre communautaire ou une galerie, mais quand vous vous en approchez, cela ressemble à une forteresse géante sortant d'un film d'espionnage. Imaginez deux bâtiments énormes avec des toits traditionnels coréens, mais sans fenêtres. Pas une seule. Ils semblent hermétiquement fermés. Ils ont de lourdes portes en bronze qui semblent de garder un coffre-fort de banque ou un silo nucléaire. Devant elles se tiennent des soldats avec des kalachnikovs plaqués argent, immobiles comme des statues. À l'intérieur, il y a un labyrinthe de couloirs qui s'étendent sur des milles, creusés profondément sous la montagne. Ils ont fait sauter la roche pour créer un bunker climatisé. La climatisation est toujours allumée pour tout garder parfaitement préservé, donnant à l'air une fraîcheur artificielle et vive qui vous fait frissonner. Cet endroit a été ouvert en 1978 et ils ont continué à l'agrandir. C'est un entrepôt pour plus de 250 000 cadeaux offerts à la famille Kim par des dirigeants, des diplomates et des organisations d'autres pays. C'est une manifestation physique de légitimité. 8. Avant d'entrer, vous devez mettre des couvre-chaussures en tissu pour ne pas salir les sols en marbre brillant. Vous devez laisser votre appareil photo et votre téléphone
Aucune photo n'est autorisée. C'est super calme à l'intérieur. Le seul son est le bourdonnement du climatiseur et le doux frottement des couvre-chaussures. L'éclairage est tamisé et dramatique. Les pièces sont organisées selon la partie du monde d'où provient le cadeau et pour quel dirigeant il était destiné. Il y a une salle entière pour le grand-père, Kim Il-sung, une autre pour le père, Kim Jong-il, et de nouvelles sections pour le dirigeant actuel, Kim Jong-un. Les objets à l'intérieur sont incroyables. C'est un vide-grenier des dictateurs de l'histoire et des diplomates perplexes. Vous voyez une limousine blindée offerte par Joseph Staline, paraissant lourde et menaçante. Il y a un wagon de train de luxe de Mao Zedong avec des sièges en velours moelleux. Il y a des sculptures en ivoire provenant d'Afrique, complexes et délicates. Il y a des fusils plaqués or, des vases sophistiqués et des épées incrustées de pierres précieuses. 9. Ensuite, il y a les choses étranges. Il y a un plateau fait d'un crocodile empaillé tenant des verres, un cadeau d'un dirigeant d'Amérique latine. Il y a un tapis en peau d'ours avec la tête encore attachée, vous fixant avec des yeux de verre. Il y a même un ballon de basket signé par Michael Jordan qui était un cadeau d'un responsable américain lors d'un rare moment de diplomatie. Il y a des magnétoscopes des années 1980 qui étaient autrefois une technologie de pointe, ressemblant maintenant à de vieilles briques. Les guides parlent très sérieusement de ces choses. Ils ne voient pas le kitsch. Ils s'arrêtent devant un service à thé ou un ordinateur portable et expliquent son importance avec une révérence feutrée. Ils disent que ces cadeaux prouvent que le monde entier aime et respecte leurs dirigeants. Ils expliquent que le volume impressionnant de cadeaux montre que la famille Kim est le centre de la politique mondiale. 10. Mais alors que vous passez devant salle après salle d'épées, de télévision et de figures de cire, vous commencez à ressentir la vraie raison pour laquelle cet endroit existe. Ce n'est pas pour le monde. Le monde ne sait pas que la majeure partie de tout ceci est ici. C'est pour le public national. C'est une montagne de trésors conçue pour convaincre le peuple nord-coréen qu'ils sont le centre de l'univers. Cela donne l'impression que le monde entier envoie un tribut à leurs dirigeants parce qu'ils sont si importants. C'est un immense délire d'ego gravé dans une montagne, un chef-d'œuvre de propagande caché dans une belle forêt. Vous marchez pendant des heures et vous n'en voyez qu'une fraction. C'est épuisant, accablant et profondément bizarre. 11. À seulement quelques heures de là, à travers des routes de montagnes sinueuses qui franchissent de hauts cols, il y a un autre projet qui montre à quel point ce pays peut être audacieux. C'est la station de ski de Masikryong. Cet endroit a été construit incroyablement vite, en seulement 10 mois. L'État a mobilisé l'armée pour le construire. Des soldats l'ont construit à la main, portant des pierres et mélangeant du ciment par des températures glaciales. Ils ont travaillé si dur que la vitesse Masikryong est devenue un nouveau dicton dans le pays pour désigner le fait de travailler incroyablement vite pour plaire aux dirigeants. La station se situe sur un col appelé Masikryong ou col du repos du cheval. L'installation est étonnamment moderne. Elle dispose de 11 pistes de ski, des plus faciles pour les débutants aux plus difficiles pour les experts qui semblent véritablement abruptes. Il y a un hôtel de luxe avec des piscines, des saunas, une patinoire et des remontées mécaniques modernes qui bourdonnent doucement en montant la montagne. 12. Quand vous arrivez, on dirait que vous êtes entré dans une hallucination. Vous êtes en Corée du Nord, un pays connu pour ses pénuries et son austérité, mais vous voilà debout dans un village qui semble avoir été parachuté depuis les Alpes suisses ou Aspen. Il y a des chalets en bois avec des cheminées confortables. Il y a une neige blanche parfaite, entretenue par des machines coûteuses. Mais ensuite, vous remarquez quelque chose d'inquiétant. C'est généralement vide. Vous pourriez être la seule personne sur le télésiège, regardant en bas une neige que personne n'a touchée. Vous glissez vers le haut de la montagne, en silence, suspendu au-dessus des pentes blanches immaculées. Il n'y a pas de file d'attente aux remonte-pentes, il n'y a pas de bavardage dans le chalet. Un billet ici coûte plus que ce qu'une personne normale en Corée du Nord gagne en une année entière. Donc, ce n'est pas vraiment pour le peuple. Les locaux que vous voyez sont probablement triés sur le volet pour être là, ou ce sont les élites de Pyongyang qui peuvent s'offrir le luxe inimaginable des loisirs. C'est un symbole. C'est une façon pour le pays de dire « Regardez, nous pouvons être sophistiqués comme l'Occident. Nous sommes une nation civilisée et moderne, avec des sports divers. » C'est un acte de défi contre les sanctions. Le dirigeant voulait que cet endroit attire les touristes et donne une bonne image du pays, mais pour l'essentiel, il reste là, comme une ville fantôme, avec le vent hurlant à travers les remontées mécaniques vides et le personnel debout dans des uniformes impeccables, n'ayant rien à faire. C'est un décor de scène magnifique et coûteux, attendant des acteurs qui ne se présentent jamais.
Le volcan sacré. Partie 1, notre voyage nous pousse plus loin, à la limite absolue du pays, juste à la frontière avec la Chine. Nous allons à Paektusan, ou Mont Paektu. C'est un volcan, et c'est le point culminant de toute la Corée. Ce n'est pas juste une montagne, c'est la montagne. Elle est sacrée pour tout le peuple coréen, tant au nord qu'au sud. Le mythe ancien raconte que le fondateur du premier royaume coréen, un roi-dieu nommé Tangun, est né ici il y a des milliers d'années. C'est le lieu de naissance spirituelle de la race coréenne. Mais au nord, ils ont ajouté une nouvelle couche au mythe. Le gouvernement dit que Kim Jong-il est né ici dans un camp de guérilla secret, alors que son père combattait les Japonais. Ils disent qu'à sa naissance, un double arc-en-ciel est apparu et qu'une nouvelle étoile a brillé dans le ciel. Les historiens disent qu'il est né en réalité en Russie, mais ici, les faits sont des choses flexibles. Cela fait du Paektu la montagne sacrée de la Révolution. Partie 2. Le trajet vers le haut est intense. Vous prenez un funiculaire ou vous montez une route raide et sinueuse qui coupe à travers un paysage lunaire de pierres ponces et de roches volcaniques. À mesure que vous montez, les arbres disparaissent. Le vent forcit. Il hurle à travers les pentes ouvertes. Grimper la dernière étape est brutal. Le vent est glacial et souffle vraiment fort, parfois assez fort pour vous renverser. L'air est rare parce que vous êtes très haut. Mais quand vous arrivez au bord du cratère, tout devient silencieux. Vous vous tenez au bord du monde, cherchant votre souffle. La montée jusqu'au bord du mont Paektu est une bataille contre les éléments, une lutte physique qui laisse vos poumons brûlants et vos jambes tremblantes. Le vent ici ne se contente pas de souffler, il hurle, il déchire les pentes nues couvertes de pierres ponces avec la force d'un ouragan, arrachant la chaleur de vos couches de vêtements et piquant votre peau exposée. L'air est rare, privé d'oxygène et d'un froid mordant. Mais ensuite, vous atteignez le précipice, et la violence du vent semble s'évanouir dans le choc visuel de ce qui se trouve en dessous. Vous regardez en bas, et le monde s'effondre dans l'abîme du lac du ciel, ou Chonji. Partie 3. C'est un spectacle qui défie la logique du paysage. Niché au fond de la caldeira du volcan endormi, se trouve un vaste et impossible œil bleu. C'est l'un des lacs alpins les plus profonds de la planète, un réservoir d'eau si froide et pure qu'elle semble préhistorique. La surface est une nappe ininterrompue de vert bleu foncé, immobile et lourde, reflétant les nuages qui défilent au-dessus avec une fidélité parfaite et inquiétante. Entourant cette eau silencieuse, se trouvent des sommets déchiquetés qui s'élèvent comme les dents d'une bête prédatrice ou une couronne d'épines sculptées dans le basalte noir et la rhyolite grise. Ils se tiennent comme des sentinelles silencieuses, gardant l'eau du monde extérieur. Le contraste vous frappe à la poitrine. Le vent chaotique et hurlant sur le bord face à l'immobilité absolue et mortelle de l'eau en dessous. On se sent spirituel, presque d'une sainteté terrifiante. Debout ici, à cheval sur la frontière mince, comme un rasoir entre la Corée du Nord et la Chine, vous vous sentez petit. À votre gauche se trouve la vaste étendue de la Chine. À votre droite, le royaume caché et hermétique de la Corée du Nord s'étend dans la brume. On dirait une nation forteresse, non seulement politiquement, mais géologiquement. La Terre elle-même a érigé ses murs pour garder les secrets à l'intérieur. Mais en Corée du Nord, même la géologie sacrée est réquisitionnée pour le récit. Vous ne pouvez pas simplement admirer le volcan, vous devez adorer l'histoire qui lui est attachée. Partie 4. Nous descendons du cratère vers les forêts à la base, où l'air est imprégné de l'odeur du mélèze et de l'épicéa. Ici, l'État a construit un sanctuaire à sa propre mythologie. Nous marchons à travers les camps secrets, une série de cabanes en rondins reconstruites cachées dans les bois denses. Les guides, leur voix tremblante d'une émotion travaillée, vous disent que c'est là que le grand leader Kim Il-sung a organisé l'armée de guérilla anti-japonaise. Ils pointent une cabane simple et rustique et vous disent que c'est ici, au milieu de la neige et des combats, que le cher leader Kim Jong-il est né. Ils vous disent que le jour de sa naissance, une nouvelle étoile est apparue dans les cieux et qu'un double arc-en-ciel a formé une arche au-dessus de la montagne, comme si l'univers lui-même s'inclinait. C'est une scène de nativité pour l'ère moderne, une histoire de Noël politique tissée dans la trame de la forêt. Les cabanes sont d'une propreté suspecte, le bois verni et propre, manquant de la rugosité d'une véritable guerre de guérilla. À l'intérieur, vous voyez des artefacts préservés, une simple couverture, un pot en métal, un pistolet. Ils sont traités comme des reliques sacrées. Partie 5, ensuite, vous voyez les arbres. Les arbres au slogan. Ce sont des pins anciens où, affirment les guides, les combattants révolutionnaires ont gravé des messages de loyauté et d'espoir pendant les jours sombres de la guerre. Longue vie au général. L'étoile de Paektu brille. Les slogans sont gravés dans l'écorce.
mais vous ne pouvez pas les toucher. Ils sont enfermés dans d'épaisses boîtes en verre blindées, scellées contre les éléments et la pourriture du temps. Des soldats montent la garde devant les arbres. C'est une image surréaliste. Une forêt où les arbres sont en cage, préservant les paroles des morts pour l'éternité. Vous réalisez qu'ici, l'histoire n'est pas quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose qui est entretenu, poli et protégé sous verre. La fabrique de rêves, Hollywood. Nous quittons les zones frontalières sauvages et balayées par les vents pour retourner vers la capitale, descendant des hauteurs spirituelles vers la réalité construite des plaines. Avant de quitter le pays, nous devons nous arrêter dans un endroit qui brouille la ligne entre le faux et le réel, encore plus que le reste de la nation. Nous allons au studio de cinéma de Pyongyang. Les habitants l'appellent Hollywood. Il se situe à la périphérie de Pyongyang, un complexe tentaculaire qui couvre une zone de la taille de 150 terrains de football. Alors que vous franchissez les portes, la conformité grise de l'architecture nord-coréenne disparaît, remplacée par un collage déroutant d'époque et de géographie. C'est ici que le régime fabrique ses rêves et ses cauchemars. Vous entrez dans une rue qui ressemble à la Mandchourie des années 1930. Les enseignes sont en vieux caractère chinois. Il y a des fumeries d'opium aux rideaux délavés, des boutiques de nouilles avec des bols en plastique collés aux tables et des postes de police japonais. C'est le décor des films de lutte révolutionnaire anti-japonaise, un genre infini et répétitif. L'attention portée aux détails est obsessive et pourtant vide. Tournez au coin d'une rue et vous êtes dans la Corée ancienne. Vous passez devant des bâtiments aux toits de tuiles larges et des salons de thé aux treillis complexes. Puis, soudainement, vous êtes dans une version déformée de Séoul. La rue sud-coréenne est conçue pour paraître chaotique, sale et corrompue. Une manifestation physique de la façon dont le Nord veut que son peuple voie ses voisins. Il y a des bars miteux et des jeeps militaires américaines garés au coin des rues, des accessoires pour des films sur les méfaits du capitalisme. Il y a même une section européenne. Elle présente des églises occidentales génériques, avec des flèches, des ponts en pierre et des maisons qui ont l'air vaguement allemandes ou françaises. Elles sont utilisées pour des films se déroulant en Occident ou en Russie, où les acteurs portent de mauvaises perruques et des nez prothétiques pour jouer les méchants étrangers. Le complexe est vaste, mais c'est une ville fantôme. À moins qu'un film ne soit en cours de tournage, les rues sont vides. Le silence est lourd. Vous vous approchez d'un bâtiment qui ressemble à une banque en briques solides, vous frappez sur le mur et vous entendez le bruit sourd du contreplaqué. Vous ouvrez une porte et ne trouvez rien d'autre que des mauvaises herbes, des montants en bois poussiéreux et le squelette rouillé du décor. C'est une façade au sens le plus pur. Vous pouvez payer quelques euros pour vous déguiser. Il y a un département de costumes où vous pouvez revêtir les robes de soie d'un roi majestueux, la humble tunique d'un fermier ou l'uniforme d'un soldat révolutionnaire. Vous voyez des touristes rire, posant pour des photos dans ces costumes, debout dans les rues factices d'une ville factice, à l'intérieur d'un pays qui ressemble souvent à une simulation. L'ironie est suffocante. Kim Jong-il, le défunt dirigeant, était obsédé par le cinéma. Il possédait plus de 20 000 films, y compris des films de James Bond et des films d'horreur hollywoodiens. Il a écrit un traité intitulé « De l'art du cinéma ». Il a notoirement kidnappé un réalisateur sud-coréen et une actrice pour les forcer à faire des films pour lui, cherchant à améliorer la qualité de la propagande de la nation. Il est venu ici des centaines de fois, se tenant dans ces mêmes rues, dirigeant les réalisateurs, gérant les moindres détails des scénarios. Il avait compris que si vous contrôlez l'écran, vous contrôlez le rêve. En marchant à travers ces décors vides, vous ressentez le poids de cette philosophie. Tout le pays fonctionne selon un scénario. Les gens que vous rencontrez, les guides, l'itinéraire soigneusement planifié, tout est une forme de cinéma. Ici, sur le plateau de tournage, l'artifice est juste plus honnête sur sa fausseté. La ligne entre le jeu d'acteur et la réalité se dissout complètement. La serveuse du restaurant de l'hôtel est-elle moins une actrice que la femme jouant une partisane sur ce décor? Elles ont toutes les deux des répliques à mémoriser, des rôles à jouer, et un réalisateur qui observe depuis l'ombre. Non loin de la fantaisie des studios se trouve un autre genre de performance, la performance du luxe. Nous nous rendons au terrain de golf de Pyongyang, un endroit qui ressemble à un bug dans le système. Il se situe sur les rives du lac Taesong, une oasis verdoyante et isolée. L'herbe est d'une nuance de vert impossible, entretenue à un niveau de perfection qui frise la folie. Vous voyez des groupes de femmes accroupies sur les fairways, non pas avec des tondeuses, mais avec de petits ciseaux à main et des pinces à épiler. Elles taillent l'herbe brin par brin, arrachant les mauvaises herbes à la main. C'est un rappel brutal de la valeur du travail ici,
Le temps humain ne coûte pas cher, le carburant et les machines sont onéreux, le parcours est serein, beau et complètement mort. Il n'y a presque aucun joueur. Un billet pour jouer ici coûte une fortune, accessible seulement à la plus haute strate de l'élite du parti ou au compte-gouttes de touristes étrangers. C'est un symbole de statut maintenu sous respiration artificielle, un joyau vert destiné à prouver que la Corée du Nord peut être civilisée et oisive. Les guides vous raconteront la légende et ils la raconteront avec le plus grand sérieux. Ils disent que lorsque Kim Jong-il a joué ici pour la toute première fois, il n'a pas seulement bien joué, il a rendu une carte de 38 sous le par. Ils affirment qu'il a réussi 11 trous en un en une seule partie. Dans n'importe quel autre pays, ce serait une plaisanterie, une histoire à dormir debout, racontée autour d'une bière. Ici, cela fait partie de la géographie. Cela renforce l'idée que les dirigeants ne sont pas des hommes. Ce sont des polymathes, des génies, des surhommes qui maîtrisent instantanément tout ce qu'ils touchent. Vous hochez la tête, car rire serait une insulte, et vous regardez le vent onduler sur les greens vides et manucurés où un dieu est censé avoir marché. Du terrain de golf silencieux, nous passons au claquement des coups de feu. Le stand de tir de Méhari est un étrange hybride entre un centre de divertissement familial et un terrain d'entraînement militaire. C'est un lieu de loisirs, un endroit où les familles viennent le week-end pour se détendre. Mais la détente implique de manipuler des pistolets Glock, des fusils d'assaut 47 et des arcs de chasse de haute puissance. L'installation est moderne, faisant écho à l'esthétique stérile du reste de la ville. Vous entrez dans les baies de tir, mettez des protections auditives et payez pour vos balles. Il y a quelque chose de troublant dans l'atmosphère. Dans la plupart des pays, un stand de tir est pour le sport. Ici, dans une société qui se décrit comme une nation, l'armée d'abord, la ligne entre le sport et la préparation est inexistante. Vous ne tirez pas seulement sur des cibles. Certaines cibles ont la forme de soldats aux traits dentelés et agressifs, sous-entendus comme étant des envahisseurs américains ou japonais. Vous pouvez tirer à l'arbalète sur des cibles en forme de faisan ou de poulet, le claquement du carreau étant satisfaisant et primitif. Le son des coups de feu claque dans l'air, pam pam pam. Un écho oisif de la préparation militaire constante qui imprègne la société. Des pères apprennent à leurs fils comment tenir un fusil. C'est une violence normalisée, présentée comme un divertissement, une activité du dimanche après-midi dans un état garnison. Enfin, nous retournons au cœur de Pyongyang pour l'ultime symbole de l'ambition du régime et de son profond vide. Vous l'avez vu de partout dans la ville, un triangle sombre découpant le ciel. Maintenant, nous nous tenons à sa base, l'hôtel Ryugyong. C'est une monstruosité de béton et de verre, une pyramide de 105 étages qui domine tout le reste dans la capitale, comme un vaisseau spatial futuriste qui se serait écrasé dans les années 1980. Il perce le ciel, agressif et solitaire. Ils ont commencé à construire cette bête en 1987. Il était censé être l'hôtel le plus haut du monde, un doigt d'honneur défiant l'Occident et la Corée du Sud, un symbole de la puissance nord-coréenne au sommet de la guerre froide. Mais l'histoire avait d'autres plans. L'Union soviétique s'est effondrée, les subventions ont cessé, l'économie a implosé. Pendant des années, des décennies en fait, la construction s'est complètement arrêtée. La grue a rouillé au sommet. Le béton est devenu gris et taché. Il est resté là, une ruine béante et inachevée dominant l'horizon. Il était visible de chaque coin de la ville, un rappel constant et humiliant de l'échec économique. Les étrangers l'appelaient l'hôtel de la mort. Le gouvernement en avait tellement honte qu'il l'effaçait des photos officielles et prétendait qu'il n'existait pas, même s'il projetait une ombre sur toute la ville. Puis, dans une soudaine poussée d'activité commençant vers 2008, une entreprise de télécom égyptienne a été sollicitée pour vitrer l'extérieur. Ils ont recouvert le squelette de béton pourrissant avec des panneaux de verre bleu élégants. Maintenant, il scintille au soleil. Il a l'air moderne, tranchant et impénétrable. La nuit, la transformation est encore plus complète. Ils ont installé des millions de lumières LED sur la façade. Le bâtiment entier se transforme en un immense panneau d'affichage numérique. Il s'illumine avec des dessins animés de propagande, des drapeaux nord-coréens flottants et des slogans qui défilaient de haut en bas des côtés de la pyramide, comme une cascade numérique. Cela crée un spectacle lumineux spectaculaire qui palpite dans la nuit sombre et privée d'électricité de Pyongyang. Mais le regarder vous donne une sensation de froid au ventre. Vous connaissez le secret, l'intérieur est toujours inachevé, il est pour l'essentiel vide. Il n'y a pas de clients qui s'enregistrent dans un hall, il n'y a pas d'ascenseur bourdonnant vers le restaurant du dernier étage, il n'y a pas de meubles, pas de plomberie, pas de vie. C'est une coque scintillante qui cache beaucoup de silence. C'est la métaphore parfaite pour tout le voyage. De l'extérieur, c'est impressionnant, massif, défiant.
et cela projette une image de force et de modernité. Mais à l'intérieur, c'est creux, un vide de béton attendant d'un futur qui refuse d'arriver. C'est une pyramide Potemkin, un monument à l'apparence du succès plutôt qu'à sa réalité. Vous fixez la pointe de la flèche perdue dans les nuages et vous vous demandez combien de temps un bâtiment peut tenir sans cœur. Le voyage se termine non pas par un coup d'éclat, mais par le cliquetis des roues en acier sur de vieux rails. Nous sommes à la gare de Pyongyang, un hall caverneux rempli de l'odeur de la fumée de charbon et du tabac bon marché. Les haut-parleurs diffusent tas de la musique de marche patriotique, une ultime bande sonore à votre départ. Vous montez dans le train international à destination de Pékin. Le wagon est vieux, la sellerie usée. Alors que le train s'ébranle, Pyongyang commence à s'éloigner. Vous regardez les blocs d'appartements de couleur pastel, les dames de la circulation dans leurs uniformes impeccables et les statues de bronze géantes reculées dans le lointain. La ville cède la place à la campagne. Des champs de riz et de maïs à perte de vue, des charrettes à bœufs avançant péniblement sur des routes de boue, des soldats à bicyclette avec des fusils en bandoulière sur le dos, les heures passent. Le paysage devient monotone, un flou de vert et de gris. Et puis, vous voyez la rivière Yalu, la frontière. Le train ralentit à l'approche du pont de l'Amitié. Vous regardez par la fenêtre une dernière fois. Sur la rive nord-coréenne, le paysage est sombre, poussiéreux et silencieux. Des soldats en vert olive regardent se passer le train, leur visage impassible, gardant la limite de leur monde. Il y a une grande roue rouillée qui se tient immobile au loin, un dernier symbole de temps arrêté. Le train cliquette sur le pont de fer. Le son change alors que vous traversez l'eau, un cliquetis rythmé qui ressemble à un compte à rebours. Vous franchissez la ligne invisible au milieu de la rivière. Soudain, la vue de l'autre côté explose en couleurs. Dandong, Chine, lumière néon, gratte-ciel, voitures encombrant les autoroutes, publicité pour des smartphones et des marques de mode. Le bruit du marché libre semble pénétrer le verre. Vous ressentez une vague physique de soulagement vous envahir. La tension quitte vos épaules, la tension que vous ne réalisiez même pas porter. Le nœud dans votre estomac d'avoir été constamment surveillé, de s'être inquiété, de s'incliner correctement, d'avoir craint de dire le mauvais mot et de provoquer un incident. Tout cela se dissout. Vous pouvez respirer à nouveau. Vous pouvez parler librement. Mais alors que le soulagement s'installe, un autre sentiment prend sa place. Vous vous sentez pensif, presque mélancolique. Vous regardez en arrière vers la rive sombre de la rivière, qui s'efface maintenant dans le crépuscule. La Corée du Nord change la façon dont vous voyez les choses. Elle vous force à vous demander ce qui est réel et ce qui est une histoire. Dans votre propre monde, la vérité est désordonnée, débattue et complexe. Ici, la vérité était simple parce qu'elle était fabriquée. Chaque pays a sa propre histoire, ses propres mythes, mais ici, l'histoire est la seule réalité autorisée. Les montagnes, les bâtiments et les gens sont tous des personnages d'un scénario écrit par une famille, dirigé par un fantôme.